Alors bonjour à tous, merci d'être venus. On attend juste une invitée qui va pas tarder. Donc elle m'a dit qu'on pouvait commencer sans elle. Nous on est la scénaristerie, vous êtes beaucoup à nous connaître ici, je reconnais des têtes. Donc juste pour vous présenter un peu l'asso, la scénaristerie elle a été créée par Sabrina, Karine, Léo Carman et Nadja Dumouchel. Et c'est une asso qui met en valeur les scénaristes non réalisateurs. Par plusieurs biais. Donc ce qu'on fait, c'est une résidence d'écriture à l'année où on met en valeur des auteurs qui ne réalisent pas. Donc c'est souvent des premiers films. Et on essaye de les mettre en contact avec la profession et de réfléchir un peu à qu'est-ce que c'est un scénariste qui ne veut pas réaliser en France, dans un modèle qui est plutôt un modèle d'auteur-réalisateur. Donc ça nous a amené à non seulement faire des résidences, mais aussi organiser un peu des événements. On fait des apéros avec un dress code de rencontres auteurs-réalisateurs complètement informel. On fait des tables rondes et on existe depuis 2 ans. C'est ça ? Presque 3. Donc on fait à la fois un peu de ce militantisme-là et de la formation. Et donc moi je suis Laure Desmazières, je suis scénariste, réalisatrice et j'ai vécu 2 ans à Londres où j'ai fait un film écrit un peu pour une série anglaise et juste après en rentrant comme par hasard, je suis tombée sur Sabrina, Léo et Nadja qui faisaient ça et ça m'a un peu fait tilt et j'ai commencé à être consultante pour eux. Donc je consulte pour les auteurs qu'on développe. Et l'idée de cette table ronde a germé à ce moment-là en se demandant, bon alors les auteurs anglo-saxons ont la particularité de pouvoir, d'avoir le statut de scénariste sans qu'on leur demande tout de suite d'être réalisateur. Donc j'ai invité aujourd'hui autour de la table, enchantée Florian. Waouh. Just in time. Magnifique. Donc j'ai invité autour de la table des scénaristes, des avocats, un avocat, un agent, pour parler un peu de qu'est-ce que c'est le spec en Angleterre, aux États-Unis, parler un peu de comment on peut s'inspirer de ce qui se fait là-bas pour la France, et aussi peut-être des revers qu'il y a à écrire ici et ailleurs. Je vais faire un rapide tour de table et je propose que si vous avez envie de rajouter des choses, vous attrapiez ce micro qui est là. Parce qu'il n'y en a que 2. Il est là. Juste ici, Florence Charmasson qui vient d'arriver. Donc Florence, elle a été adjointe attachée audiovisuelle à l'ambassade de France à Londres, programmatrice Canal+, responsable aux USA-Canada à Unifrance, avant de créer un service management international chez Adéquat. Voilà, donc avoir plein de choses à nous dire sur ce que c'est d'écrire et d'être représenté ici et ailleurs. Merci beaucoup d'être là et d'avoir couru. À ses côtés, c'est Léo Haïdar. Léo, il est avocat, legal counsel, c'est ça qu'on dit? En fait, je suis avocat anglais, Ouais. mais ici au barreau à Paris depuis longtemps. Et j'ai travaillé beaucoup pour les Américains. Donc, D'accord. je sais pas. En fait, je connais rien maintenant. Quel droit, quel système et lequel, mais finalement, ça pose pas de problème jusqu'à là. D'accord. Après, tu dis que tu connais rien, mais quand on regarde un peu ton CV, on a Le Cœur confidentiel, La chambre interdite de Guy Madine, Sur la route de Walter Salles, Narnia, Le diable s'habille en Prada. Et j'ai noté que tu jouais un avocat dans un Personal Shopper d'Assayas, et je ne me souviens pas de t'avoir vu. J'étais à l'écran pendant, je pense, 10 secondes. Ah oui, c'est ça. J'ai joué contre Kristen Stewart, qui était Ah ouais. génial. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Mais j'ai pas pu changer de carrière grâce à ça. Ah non, tu voulais? Peut-être je vais parler avec. Bah oui. Avec Oui, c'est ça. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. À ses côtés, il y a Mirabelle, donc Mirabelle Kirkland, qui est auteure et franco-américaine. Donc, tu as passé tes 21 premières années aux États-Unis et tu travailles dans les 2 pays en tant que scénariste. Donc, tu travailles en tant que scénariste en France, notamment avec La Petite Reine. Tu écris des longs métrages. Tu as aussi réalisé un court métrage, de ce que j'ai vu. Deux courts métrages. Et tu as travaillé aux États-Unis notamment pour Blossom Film, qui est la société de Nicole Kidman. Oui. Merci d'être là. Merci. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Là, tout de suite, non, mais je suis sûre que ça va venir. D'accord, super, merci. Je perds mes notes. À mes côtés, à gauche, personne, je le connais très bien, mais je vais faire comme si. C'est Jérémy Dubois, qui est auteur, scénariste aussi réalisateur,
Jérémy, j'étais hyper contente de l'inviter parce qu'il a été formé à la NFTS à Londres en tant que scénariste et ensuite à la FEMIS en France. Donc je trouvais ça intéressant de réfléchir dans l'autre sens. Pardon, dans l'autre sens. Et je trouvais ça intéressant de réfléchir à comment on parle d'un scénariste en termes d'éducation au départ en France puis en Angleterre et qu'est-ce que c'est quelle est la différence de ce qu'on imagine de ce qu'on apprend du métier ici et ailleurs. Je sais qu'en ce moment tu as tu co-réalises un long métrage que tu montes en Angleterre, c'est ça? Ouais. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter? On est bien. Okay. Et à ses côtés, nous avons la chance d'avoir Guillaume Lemans, qui est scénariste, producteur aussi un peu, j'ai vu. De plus en plus, ouais. De plus en plus, d'accord. C'est notre but à tous, un endroit. En tout cas, c'est une des réponses pour en France, pour ma scénariste. Ah bah, ça va être intéressant d'en parler. Ok. Et Guillaume a beaucoup écrit pour notamment Fred Cavaillé, plusieurs films, Yann Gozlan, Un homme idéal récemment. J'ai vu que tu avais 2 films qui allaient sortir en 2018, Dans la brume et La nuit a dévoré le monde. 3 même. 3. Ouais. Ah, Burnout le 4 janvier. D'accord. La nuit a dévoré le monde le 7 mars. Et Dans la brume le 5 avril. Et c'est mon premier film de copro. D'accord, donc tu deviens coproducteur en ce moment. D'accord, super. Ce qui est assez chouette, c'est de voir que toi, tu es scénariste pur. Alors, je déteste ce terme pur. Je me permets de le dire parce que c'est difficile de trouver le bon mot. Je pense qu'on est tous des mutants et qu'on pourra tous danser des claquettes peut-être l'année prochaine. Enfin, en tout cas, scénariste pur en France, de films de genre, ce qui est rare. Et donc, j'avais envie un petit peu d'avoir ce contrepoint. Et peut-être, est-ce que je peux commencer par toi, te poser une petite question? Toi étant donc scénariste, non réalisateur, écrire du film de genre ici, est-ce que tu t'es inspiré des Anglais et des Américains ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu naturellement et tu as essayé de faire ta place ici sans te poser cette question-là? Est-ce que tu as eu l'envie d'aller voir ailleurs ou des inspirations qui venaient des États-Unis quand tu as commencé à être scénariste? C'est vaste. D'abord, je peux pas écrire en anglais. Ça, c'est un truc que je sais. Donc, je dois faire avec mon système, qui est le système français, mais qui est un système qui est pas mal, à mon avis. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir commencé jeune en ayant un premier film existant, qui était un film de genre, et qui était un film dont j'étais à l'origine, qui est Pour elle, avec l'intitulé D'après une idée d'eux. Je me suis un peu battu déjà à l'époque pour l'avoir. Mais voilà, donc j'ai eu assez vite aux yeux de certains producteurs une identité de scénariste ayant une identité justement, enfin avec des films de genre, et j'en ai fait plusieurs d'un coup. J'ai fait les films de Fred et les films de Yann. Voilà, parce que c'est le cinéma que je sais faire. J'ai essayé de la comédie parce que le cinéma français en fait beaucoup, mais ça me va pas. Et j'ai fait de mauvaises comédies, mais j'ai gagné plein d'argent. Et j'ai fait des bons thrillers. Voilà, c'est mon cinéma de spectateur et mon envie, c'est sur le thriller. Après, le modèle, il est forcément ricain. Le modèle, il venait de la télé. La volonté d'être un scénariste existant sur ces sujets. C'est un modèle qu'on a vu exister il y a 15 ans d'abord en télé aux États-Unis. Et moi, je m'inspirais de ça. C'est ce à quoi j'aspirais. Maintenant, le fait de ne pas être réalisateur du tout et de dire que j'étais que scénariste est quelque chose qui m'a vachement aidé, moi, je trouve, dans ma carrière. D'être très, très clair, très tôt. Aux yeux des réalisateurs, je n'étais pas un contre-pouvoir potentiel ou quelqu'un qui allait juger leur travail. Mais aux yeux des producteurs, être que scénariste, ça m'a été très utile d'avoir ce professionnalisme-là dans mon discours, qui est un discours que porte la scénaristerie, mais qui est un discours qui est très efficace, moi je trouve, professionnellement, et que les producteurs entendent vraiment avec envie, désir et besoin. Il y a un grand, grand besoin d'auteurs. Les producteurs, ils cherchent des auteurs tout le temps. Donc je trouve que ça m'a été utile. Maintenant, est-ce que c'est utile pour travailler? Pour être heureux, c'est pas sûr. Pourquoi ça? Pour être heureux, après 10 films en France qu'on est scénariste, c'est vrai que je ne suis pas réalisateur. Pour participer à l'aventure, c'est même pas qu'en tant que de l'ego, que de l'argent, c'est parce que voilà, j'avais atteint un statut de scénariste. Quand tu as fait 10 films en France, l'étape d'après, pour faire partie de l'aventure, pour avoir un poids artistique, pour avoir un poids, pour être un auteur, considéré comme un auteur et pas comme la production et le fait de faire du développement et le fait d'initier des films. Et la boîte de prod a été une évidence pour moi et un moyen d'aujourd'hui être un scénariste. Je suis à l'origine de mes sujets, je les finance
Et je suis donc de toute une étape artistique qui m'intéressait et à laquelle j'étais pas convié avant, et je vivais ça pas bien. Donc la production a été d'abord cette envie-là, la crise de la quarantaine, c'est mon tour, j'en ai marre, allez hop, je monte une boîte. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Enfin, je trouve que c'est un très très bon système. Et ça marche. Après, ça a ses limites. Ça a ses limites parce qu'en France, enfin ça dépend de la taille des films, mais ça a ses limites. Trouver des réalisateurs qui viennent chez vous sur votre terrain, c'est très très compliqué en France, mais c'est possible. Enfin voilà, je parle beaucoup. Non, c'est bien. Et du coup, en tant que producteur, où tu veux amener des réalisateurs vers des scénarios originaux, comment tu travailles pour les amener, ces réalisateurs? Parce que c'est pas une habitude. Enfin, nous, on travaille beaucoup là-dessus. J'ai de la chance, encore une fois. Je suis un scénariste identifié. J'ai fait quelques thrillers, j'ai fait des films qui ont marché en tant que thriller. Il y a pas mal de réalisateurs qui viennent à moi pour que je travaille avec eux, qui me demandent même si j'ai des sujets. Donc déjà, j'ai cet accès-là. Ensuite, mon système est sur ma boîte qui est assez particulier, qui est pareil, un truc... D'abord, j'ai une associée sur ma boîte qui s'appelle Delphine Clos et qui est quelqu'un qui vient du monde des agents et qui me back financièrement et qui fait qu'il y a quelqu'un de très sérieux qui vient construire tout ça avec moi. On a décidé, pour faire exister nos sujets, les films de scénaristes, de passer pas par la case réalisateur d'abord. Moi, j'écris mes sujets on spec. On a levé un peu d'argent, je me prends un peu d'argent quand je peux, mais c'est pas l'idée. Par contre, ces sujets-là, je vais pas avoir des réalisateurs avec. Ces sujets-là, je vais voir des groupes. Je vais voir TF1, je vais voir SND, je vais voir Studio Canal, et je fais avancer les sujets comme ça. Donc qui rentrent en développement. Qui rentrent en développement, ouais. qui mettent le film dans leur tablette à 18 mois ou 2 ans. C'est-à-dire qu'il y a un process créatif de l'industrie du cinéma qui a pris un sujet et qui y va. Et là, quand vous avez un sujet, même de temps en temps du casting potentiel à attacher un film, un groupe, donc du financement, vous pouvez aller voir tout un tas de réalisateurs avec c'est temps, c'est tel type de budget, c'est tel type de salaire, ça rentre ou pas dans ton emploi du temps. C'est ce qu'on essaye de faire. Voilà. Et ça prend du temps, mais je suis typiquement dans cette démarche-là. Dans La Brume, on l'a fait comme ça. Dans La Brume, j'ai porté sur une petite boîte avec une deuxième petite boîte le développement. Guillaume Colbock. Ouais. On a été voir TF1 avant l'arrivée de Quad. Moi, je connaissais bien TF1 et je leur ai dit, ce petit film de genre-là, ça peut être un film pour vous. TF1 nous a suivis. Quand on s'est retrouvé avec un film potentiellement à 10 millions d'euros, ni Colbock ni moi pouvions fabriquer ce film-là, on a été chercher Quad. Une fois qu'on a eu Quad, TF1, Canal, le projet de film, on a cherché le réalisateur. D'accord. Et là, j'ai un second film en ce moment avec TF1 Studio. J'ai exactement fait la même chose, sauf que je suis seul pour le moment. TF1 Studio a payé le développement d'un gros film d'aventure à 15 bars. Une fois qu'on a avancé sur 2 versions de scénario sans réalisateur, on a été chercher le talent, le cast 1, qui était Jean Dujardin. Une fois que tu as la chaîne, le texte d'abord, la chaîne, le talent, on a été chercher le copro, c'est Squad. Et maintenant, on est en case de réalisateur. Donc, c'est un process un peu rare, un peu nouveau, à l'envers. Ça a vachement de limites aussi, c'est que la réalité des réalisateurs qui nous font envie artistiquement ou qui sont dispo et en tout cas qui rentrent dans les cases d'un film à 15 bars payé par TF1, c'est tel type de réalisateur, ces mecs-là, la réalité de leur dispo à 2 ans, elle est compliquée parce qu'ils ont leur propre projet. Et c'est là après qu'il y a tout un casse-tête où il y a 25 projets finançables en France, ou peut-être pas 25, ou en tout cas une bonne dizaine qui passent par les mêmes mains de réalisateurs, et voilà, tous n'existent pas. D'accord. C'est drôle ce que vous dites parce que c'est exactement ce qui se passe en ce moment, tous les derniers projets, que ce soit de séries américaines ou même films, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est l'auteur, ils vont chercher les financements auprès des groupes ou même Netflix, les plateformes, avant de choisir le réalisateur. Donc souvent, nous on a des projets pour des acteurs, on ne sait même pas qui va réaliser le projet, quoi. Tout est sur l'auteur. Donc ça rejoint exactement ce que moi, je pense que j'ai une bonne intuition en le faisant en France, mais que c'est pas assez artistique, c'est contre-culturel. Chez nous, c'est pas comme ça que ça marche. Tout parle de l'auteur-réalisateur qui est à l'origine de tout, mais il y a une conviction. Moi, j'ai une conviction là-dedans qui est aussi liée à l'arrivée des plateformes, de Netflix. Un scénariste, notre métier à tous, c'est de faire du contenu. Le contenu devient essentiel à tout. Il y a de plus en plus de tuyaux à remplir, et les grosses structures se battent pour du contenu.
Et quand vous avez l'IP ou quand vous avez la capacité à livrer du contenu, en tant que scénariste, c'est notre métier. On peut être très ambitieux dans nos rapports au business, et c'est même un rapport de force qu'on peut avoir en France de plus en plus, à mon avis, avec les réals, parce qu'on fait du contenu, on sait gérer du développement, on sait avancer dans le texte, et que ça intéresse vachement les ouais. Mais en fait, vous avez réussi très ambitieux, à créer... Non, mais c'est beau de voir que vous avez réussi à créer ça. Moi, du coup, la question que j'avais là-dessus, c'est le tout début, en fait. C'est-à-dire comment, sur le tout premier film, vous avez réussi, avec un projet original, à convaincre que vous alliez le vendre, le développer, c'est-à-dire le développer vous-même. Sur Pour Elle, parce que c'est comme ça, en fait, ce que je trouve... Moi, j'ai un CV de scénariste. J'ai pas fait de formation. Plein de gens sont formés au scénario, maintenant ça me stresse. Voilà, il y a plein de scénaristes formés, ce qui n'est pas mon cas. J'étais étudiant, j'ai toujours voulu écrire des histoires. J'en ai écrit une que j'ai envoyée par la poste et j'ai eu un contrat pro. Enfin, j'ai déjà raconté cette histoire plein de fois sur ma live. Bon, voilà, j'ai envoyé un truc par la poste et je pense que déjà c'est un truc qui me plaît, que je trouve possible. C'est-à-dire que je pense vraiment que les boîtes de prod cherchent tout le temps des auteurs, voilà. Et que ce qu'il faut, c'est important, c'est pas vendre l'histoire géniale du premier coup qui va vous faire de vous une méga star du scénario. Je crois pas du tout à ça. Je pense qu'il faut montrer aux boîtes de prod. Ça, je parle plutôt pour des jeunes scénaristes débutants et pas pour des confirmés, hein. Mais quand on veut devenir scénariste en France, il faut montrer qu'on sait écrire. Donc, il faut se faire lire et envoyer ces trucs à la poste à des producteurs. C'est difficile de se faire lire, mais c'est toujours possible. Et savoir écrire, on est dans un métier où tout le monde a des idées, sauf que pas grand monde peut les porter au bout. Et notre métier à nous, c'est d'avoir des bonnes idées, mais malheureusement, d'autres gens en ont aussi. Nous, par contre, nos idées, on les emmène au bout, on sait les développer. Et on peut aussi développer les idées d'autres. C'est comme, en général, un scénariste au début de sa carrière, et c'est ce que j'ai fait moi. On gagne notre vie en travaillant sur des mauvaises idées de producteurs qui pensent avoir une pépite alors que c'est pas le cas. Mais bon, c'est comme ça que ça commence. Et du coup, sur Pour Elle, vous êtes arrivé avec ce projet? Non, mon premier projet, un film qui s'est pas fait, que je faisais avec Fat Cavalier, qui est une mauvaise idée, ça s'est pas fait. Et puis moi, voilà, on a travaillé 1 an et demi avec une grosse boîte, on commence à rencontrer des gens, et puis moi j'ai eu l'idée de Pour Elle, j'ai fait un traitement de 50 pages, j'ai su que ma carrière était partie. Parce que Pour Elle, c'est très très prétentieux ce que je vais raconter, mais j'ai fait 11 films. Malheureusement pour moi, mon meilleur pour le moment, c'est probablement celui-là encore, et c'est le premier. Mais c'était une idée hyper simple, hyper bien écrite à cette époque. Il n'y avait pas de ref, on m'en parle encore beaucoup aujourd'hui. On a été remake aux États-Unis par un mec qui avait pris 2 Oscars du scénario et qui nous a fait le remake d'un film que j'ai écrit moi. Donc c'était un très bon scénar. Et le producteur qui l'a vu est devenu un très grand producteur, parce que c'est Eric G. Hellman, voilà. Et puis il y a aussi un élément de planète, d'un texte qui était bien, une bonne idée. Cavalier qui avait un talent assez hors norme. On était potes de bar. Mais c'est vrai, on était potes de bar. Il faut de la chance aussi, il faut un alignement de planète. Le monteur de Pour Elle est un mec absolument génial. Eric G. Hellman, le producteur, est devenu un mec... Voilà, il y a cet alignement de planète, ça a fait un bon film. Et c'est un film qui m'a aidé. Alors que si le film d'avant s'était fait, celui qui s'est jamais fait, dont je parlerai pas, mauvais alignement. Ouais, ma carrière aurait peut-être pas été la même, parce que bon, je suis devenu... Après, on joue un rôle, mais j'ai été le scénariste de Pour Elle à 26 ans. Et puis voilà, j'ai joué un rôle après, dans lequel j'ai surfé. D'accord, c'est super. Mais ce que je trouve beau aussi, c'est que vous parlez hyper bien de votre métier et de ce qui est aussi, comment dire, de l'artisanat. Parce que c'est aussi la question qu'on se pose et qu'on a envie de mettre en valeur, c'est l'artisanat du scénariste, le travail du scénariste. Et du coup, je me demandais si tu pouvais nous en parler un peu, Jérémy. C'est-à-dire, toi qui as fait donc l'école anglaise, la NFTS et aussi la FEMIS, donc tu as eu 2 formations comme ça de scénariste. Comment est-ce que on t'a appris ton métier dans les 2 écoles? Est-ce que tu as vu des différences fondamentales? Et est-ce que dans tous les auteurs que tu connais, donc qui sont anglais et qui commencent à travailler comme nous en Angleterre, jeunes auteurs, tu vois des grosses différences? Ce qu'on m'a appris à l'école, en gros, c'est qu'il n'y avait rien à apprendre. Enfin, en Angleterre, à la NFTS, j'ai passé 2 ans à apprendre à écrire 5-6 heures par jour, mais avec un professeur qui me disait qu'on savait qu'une histoire, c'était un début, un milieu, une fin, que vers la fin, il se passait un truc un peu plus grand, que c'était l'histoire d'un personnage, 2 personnages, et après, c'est du piano, quoi. C'est travailler ses gammes, apprendre les trucs qui marchent pour soi, apprendre à développer sa propre grammaire, ses propres trucs. À la FEMIS, moi, j'étais en production, hein. J'étais un truc
qui dure 1 an. Du coup, tu écris avec des Mais réals qui ont fait la Fémis, donc du coup, tu as une vision assez précise de la manière dont on va enseigner ici. Enfin, la manière dont on voit les auteurs. Ouais. Est-ce qu'on fait des gammes ici ou est-ce qu'on a une manière de voir les auteurs qui est un peu différente? Alors, ce que je dis pas, c'est qu'en Angleterre, on avait un prof Europe, donc évidemment encore un peu plus aujourd'hui, mais il y a quelques années déjà, l'Angleterre, c'est pas l'Europe. Et j'avais un prof de scénario Europe et j'avais un prof de scénario Hollywood. Évidemment, c'est pas du tout les mêmes enseignements. C'était comme ça, c'était le prof Ouais, Europe. ouais, j'avais un prof qui nous apprenait à faire, pour le dire très simple et de manière honteusement manichéenne, à faire des films pour le marché et à faire des films d'auteur. Et quand il s'agissait de faire des films pour le marché, on nous apprenait un peu des recettes de cuisine, les recettes de cuisine qu'on peut lire dans les bouquins. Et dans nos cours de scénario Europe, c'était davantage de l'ordre de la psychologie et d'essayer de comprendre avant tout, je vais le dire de manière un peu psychanalysante, mais qui on était en tant qu'auteur, quoi. Et donc on nous a fait beaucoup bosser avec mon prof Europe, c'est un peu con hein, dit comme ça, sur ce qu'on aime et sur qui on est. Et je crois que la plus grande partie de mes cours entre guillemets, c'était avec mon prof en one-to-one où j'essayais d'expliquer pourquoi j'écrivais ça. J'avais un professeur qui avait commencé sa carrière par écrire pour Polanski, un Tchèque un peu austère, Yann, qui me faisait, malgré moi, à mon corps défendant, ma psychanalyse, et qui me poussait à essayer de comprendre un peu qui j'étais. Et il avait tout un tas de trucs dont je me sers maintenant en tant que consultant, qui m'aidait, m'incitait il me rentrait un peu dedans pour essayer de me donner des trucs pour comprendre c'est quoi ma voix. D'accord. Le prof Hollywood, en revanche, c'est un tout petit peu plus mécanique. C'est quoi le trajet du héros? Évidemment, c'est pas des conneries. Moi, je pense que tout ce qui est bouquin de scénario, c'est vachement bien, plutôt pour les gens qui lisent, à savoir soit pour un producteur, soit pour des gens dont le boulot tourne autour de l'écriture. Je pense que pour nous scénaristes, moi je pense que ça sert à rien. Je pense que intuitivement on sait tous dès l'enfance raconter une histoire plus ou moins bien, et après ça se travaille. Et après l'idée c'est de les raconter le mieux possible. Et après il y a une donnée qui est injuste et qui est forcément inégale. C'est qu'il y a un moment où il faut amener des idées, et tes idées vont être meilleures que les miennes sur un truc, et parfois c'est les miennes. Quant à la Fémis, donc moi j'ai pas fait les 4 ans en scénario à la Fémis comme toi, mais ce que je vois de près, ce que je travaille avec plein de gens qui l'ont fait, c'est que c'est un petit mélange. Mais moi, ce que je vois dans ce que vous avez appris, c'est plutôt vous avez appris quand même en travaillant comme des chiens, quoi, en écrivant. Oui, c'est-à-dire que oui, la psychanalyse était présente, hein, certes, mais après, moi, je me souviens d'une projection que j'avais vue à la Columbia de court-métrage. Je sortais d'une projection court-métrage Fémis, et je me souviens d'avoir vu à la Columbia des courts-métrages où je comprenais l'histoire, où je savais de quoi ça parlait, j'avais de l'émotion, enfin il y avait ça. Et la projection Fémis, j'avais un univers et je comprenais rien. Enfin, c'est ça qui m'a le plus, quand j'ai pu faire le petit comparatif que j'ai pu faire, j'ai vu ça. Mais qu'est-ce que tu en penses, Mirabel, toi, du coup? Est-ce que tu suivrais ce que dit Jérémy, toi qui travailles pour les deux? Oui. Est-ce que tu dirais qu'on fait de l'univers de la psychanalyse dans le système français et beaucoup plus, on va dire, de l'artisanat, parce que c'est...
Alors, mon expérience est un petit peu particulière Ouais. parce que le travail que j'ai fait aux États-Unis ressemblait un petit peu à un travail d'auteur, puisque je travaillais pour Nicole Kidman, qui, pour elle-même, ne cherchait pas forcément à rentrer dans les codes. Enfin, on était très affranchis des exigences habituelles de Hollywood. Mais en même temps, je travaillais avec une réalisatrice américaine qui, par nature, sur ce même projet, qui par nature avait un côté, un goût pour ce cinéma un petit peu plus formaté. Donc, j'étais poussée un petit peu vers ce cinéma, comme on l'entend, Hollywood, formaté par goût de la réalisatrice, mais d'un autre côté, j'avais toute liberté et même on me demandait d'aller vraiment vers le singulier dans la forme, vers l'expression d'un point de vue personnel dans ce cas-là. Donc je ne serais pas celle qui dirait que les États-Unis égale formatage. Mais on n'a pas... Enfin, non, voilà, parce que bon, on parle beaucoup aussi d'expérience, et mine de rien, l'expérience des scénaristes, enfin moi j'ai l'impression pour qui que ce soit, reste beaucoup de travail et donc une technicité. Enfin oui. bon, je pense qu'on n'est pas là pour les opposer, mais du coup, est-ce que dans les manières de travailler, tu as vu, en travaillant du coup avec une boîte de production américaine et en travaillant maintenant avec des boîtes de production françaises, une manière de considérer le scénario très différente dans ce qu'on te demandait, dans les rendus de texte Alors, une chose que je trouve est très très différente structurellement, dans la façon dont le travail se structure, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est la notion du spec. C'est-à-dire que j'ai travaillé pendant 2 ans et demi avec Blossom Films, en contact régulier avec Nicole Kidman. Extrêmement inspirant, merveilleux sujet, merveilleuse histoire. Je n'ai pas touché un centime et j'ai arrêté le jour où j'ai compris qu'elle n'avait pas réellement les droits. Donc, ce qui veut dire que personne n'était en position de me demander un traitement, de valider l'étape 8 de mon contrat pour libérer les fonds. Je travaillais comme je voulais. Parce que je travaillais en quelque sorte en spec, même en spec, enfin je traduis si jamais, ça veut dire, c'est aux États-Unis, à part recevoir une commande d'un studio, et corrigez-moi s'il y a d'autres exemples, mais c'est ce que j'ai compris, on m'a expliqué que donc je n'aurais pas, moi, Mirabelle, une commande demain d'un grand studio. Et en attendant, ce que font les jeunes scénaristes, c'est qu'ils écrivent eux-mêmes des scénarios qu'ils présentent ensuite pour essayer de décrocher un contrat avec le scénario fini. Donc mon cas était un petit peu hybride puisque je travaillais on spec mais pour quelqu'un. Ce qui voulait dire que je ne pouvais pas l'amener ailleurs si ça ne marchait pas. Donc puisqu'on travaille beaucoup pour tout scénariste français dans un avenir prévisible on spec aux États-Unis, on travaille comme on veut. Et la seule question qui se pose, c'est est-ce qu'à l'arrivée, le scénario est bien ou pas bien? Et dans le cinéma américain, on peut le voir, il y a toutes sortes de films. Donc si vous avez un film d'auteur en continuité dialoguée qui est formidable et que vous connectez avec la personne du côté des États-Unis qui veut justement ça, on ne va pas vous dire non sous un prétexte de comment ça a été construit. Ce que je trouve en France, avec les différents projets sur lesquels j'ai été, et je travaille beaucoup en comédie, c'est que parce que justement il y a des fonds de développement, mon travail est extrêmement policé. Je dois franchir les étapes dans l'ordre et de la façon dont le producteur l'attend, et je dois satisfaire le producteur à toutes les étapes. Donc quelque part, mon expérience à moi, c'est que mon écriture a été beaucoup plus libre quand j'ai travaillé avec les États-Unis. Maintenant, c'est une expérience singulière, donc ça s'applique sans doute pas à tout le monde. Super intéressant. Donc en fait, ce qu'on dit, parce qu'il y a ce côté un peu rêve américain pour beaucoup, qui est de se dire que les auteurs ont la possibilité de faire du spec aux États-Unis, ce qui semble être vrai, mais qui vont être bien payés pour ça. Donc tu as l'air de ne pas exactement dire ça. On est bien payé à l'arrivée. Il y a une blague à Hollywood. C'était libre, mais on te payait quand même au fur et à mesure des étapes. Ah non.
Non, voilà. J'aurais été payée le jour où ça rentrait en production. Une blague à Hollywood dit quand est-ce qu'on sait qu'un scénario est prêt à rentrer en production? Quand l'auteur vend sa maison. Et ça correspond à mon expérience. Mais ce jour-là, le jour où ça rentre en production, les montants sont intéressants. Tu achètes 2 maisons. Voilà, exactement. Donc le marché immobilier à LA, c'est très très mobile. Et donc toi, tu travailles ici. Donc est-ce que ça a été un choix par rapport à la manière dont ça se passait ici et ailleurs, de travailler en grande partie en France, ou est-ce que ça s'est fait par rapport à juste la vie et l'envie d'être ici? Je suis venue ici quand j'étais encore étudiante en art dramatique. Donc j'ai commencé par être comédienne. Scénariste, c'est venu plus tard et j'étais déjà très installée ici. Mais aujourd'hui, je ferai le même choix. Quelque chose que j'entends souvent quand... parce que je ne demande pas mieux que de créer des ponts entre mes deux pays. Mais à chaque fois que je vais vers des Américains avec des projets français, qui ont leur origine en France, ils me disent « Mais attends, on ne comprend pas bien. En France, vous êtes payé pour écrire, mais vous voulez venir chez nous pour écrire. Mais écrivez chez vous et venez chez nous quand c'est fini. Comme ça, vous êtes payé pour le développement et puis après, vous touchez le gros cachet quand vous le vendez ici chez nous. » Donc, ça a une certaine logique quand même. On les comprend de... Enfin, eux, ils rêvent d'avoir un système comme le CNC ou les autres guichets de développement qu'on peut avoir ici. Ce serait leur grand bonheur. Donc, ils se demandent voilà. Et donc, oui, bon, j'aime bien la France. J'aime bien vivre ici. Et c'est vrai que c'est relativement facile de travailler. Enfin, une fois que les contacts sont établis et que tout est mis en place, c'est assez facile de faire le joint, la jointure entre les deux. Et est-ce que tu as essayé du coup de faire du spec en France, ou est-ce que tu conseillerais à des jeunes scénaristes qui sont ici, enfin, est-ce qu'il faut s'expatrier pour faire du spec? Je pense est-ce que... qu'est-ce que tu conseillerais Je viens d'avoir un merveilleux exemple avec Guillaume de quelqu'un qui a travaillé en spec en France et à qui ça a donné de merveilleux résultats. Moi, j'ai eu moins de chance. Je crois que ça dépend de ce qu'on écrit, de quelle façon. Peut-être que certains types de scénarios sont plus susceptibles d'attirer l'attention d'une production en lecture que d'autres. Certains univers, je ne sais pas. En tout cas, rien n'est interdit. Et c'est vrai qu'à ma connaissance, les producteurs... à la fois cherchent des choses, des nouveaux auteurs, des nouveaux sujets, et de recevoir un scénario tout fait, c'est quand même un peu le bonheur pour eux, parce que c'est quand même beaucoup de risques et de dépenses de développement en moins. En même temps, c'est vrai que ça peut être difficile de se faire lire, surtout si on n'a vraiment aucune visibilité. Alors, petite parenthèse, pendant les 2 ans et demi où j'ai travaillé... sur ce projet, mon agent, qui n'était pas la moitié d'une maline, s'est bien occupé de glisser dans toutes ces conversations que je travaillais pour Nicole Kidman. Et comme par hasard, j'ai eu mon carnet de commandes en France qui a fait bleu et toutes les portes qui se sont ouvertes. Donc je considère que j'étais un peu payée comme ça. Mais... mais la question c'était... Est-ce qu'il faut s'expatrier pour faire du spec? Ah oui. Est-ce que tu ferais du spec ici, en fait? Est-ce que tu te dirais, je finis un projet, parce que, bon, est-ce que les producteurs sont ouverts à du spec ici? Est-ce que si tu avais un projet en spec que tu pouvais faire ici ou ailleurs, tu irais vers des producteurs français, tout simplement, et tu te dirais qu'il y a une oreille ici pour le recevoir? Parce que c'est ça. Alors... Ce que j'ai beaucoup trouvé avec les choses que j'ai essayé de faire en spec en France, c'est que déjà, avant ma période Kidman, c'était très difficile de me faire lire. Après, moins. Et il faut beaucoup de chance pour que ça marche. Quand je dis il faut, je parle par rapport à mon expérience. Il n'y a pas d'absolu. Mais il m'aurait fallu beaucoup de chance parce que même un producteur qui lit des sujets, quelque part,
il ou elle sait ce qu'il ou elle veut. Et je me suis retrouvée dans beaucoup de réunions où un producteur ou une productrice plutôt bienveillant parce que par ailleurs avait envie de travailler avec moi, mais lisait mon scénario que j'avais écrit, sur lequel j'avais fait 130 versions, etc., et qui pour moi était vraiment l'aboutissement de ce que j'avais à dire, et me disait « Ah, c'est cool, mais ce serait pas mieux d'écrire un autre film, et un peu pareil, mais sauf qu'à la fin, tout le monde meurt, et puis au milieu, il y a un chien, et puis etc. » Donc voilà, pour ça, le spec n'a pas énormément marché pour moi, mais j'espère qu'il marchera super bien pour vous tous. C'était pour préciser ma pensée sur le spec et les producteurs. Moi, je pense que pour un débutant, écrire un scénar chez soi, c'est prouver qu'on sait écrire. Et les producteurs cherchent des auteurs. Et en général, le spec a cette vertu-là, c'est-à-dire tout d'un coup, qu'on a réussi à se faire lire et que c'est vrai que c'est compliqué, les producteurs, surtout ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent au début, vont dans ce terreau-là dénicher des auteurs qui vont faire travailler et on va grandir comme ça. Tu veux dire que c'est un spec et un sample en fait aussi de ce qu'on peut faire, Ouais, même c'est s'il prouver ce n'existe qu'on pas en sait tant faire que et que tel. notre métier à nous scénaristes, pour moi, d'abord, c'est de porter une idée jusqu'au bout et d'écrire 90 minutes, c'est ça notre métier. Même si nos idées sont meilleures que les autres, tout le monde en a. Évidemment. Et on gagne d'abord sa vie dans le métier en allant travailler sur des idées d'autres, en particulier des idées de producteurs, etc., qui vont voir en nous des auteurs, et puis on va se retrouver avec des comédiens, parce qu'en France aussi, on travaille avec des comédiens qui ont des super idées. Ça fera des films tout pourris, mais bon, voilà. Pour moi, c'est comme ça que le spec peut avoir cette vertu-là. La culture du producteur, je pense que les producteurs existants encore plus n'attendent pas du tout le scénario tout fait qui va leur tomber, qui va arriver. D'abord, ils ont envie de développer les leurs. Il y a la culture du producteur auteur presque, en tout cas, qui a son univers et son line-up. Et la réalité des boîtes de prod quand elles grandissent, c'est qu'elles grandissent avec des réalisateurs qu'elles accompagnent dans leur univers. Et donc, finalement, le besoin d'idées de long métrage, ils n'en ont pas besoin parce qu'elles ont ils ont leur film à développer chaque année parce qu'ils ont grandi avec leurs réalisateurs et leurs auteurs. Et du coup, est-ce que c'est parce que les producteurs sont auteurs aussi finalement? Donc on pose la question de l'auteur-réalisateur. Il y a une En fait, culture, c'est le et producteur-auteur à la Fémis en prod, qui- il y a une culture, il y a certains producteurs très très doués qui sont à C'est la l'origine Fémis. de toutes leurs idées, qui sont avec le sens du marché, qui pensent des choses. Et puis il y en a certains qui sont très très forts. Et d'ailleurs, je trouve que c'est des métiers où à plein d'endroits. Moi, je trouve que je suis légitimement prod et que des prods sont légitimes. Enfin, qu'on a des cerveaux très compatibles et qu'on a une manière de penser le cinéma qui est souvent très compatible. Mais voilà, ils attendent pas, en tout cas les grosses structures n'attendent pas de lire dans un truc arrivé par la poste qui deviendra un film. Et en général, on devient aussi producteur, on grandit avec des familles et des bandes. La réalité, c'est que Fred Cavalier, c'était un pote de bar, que Eric Gelman, il n'avait pas produit un film, et que les petits films d'horreur, donc Captif ou Diane, c'était... ouais, il vient de la Fémis, ouais, c'est très culture Fémis, lui. Et c'était aussi des opportunités de début. Les French Fryers, c'était des petites boîtes de prod, des petits films, et voilà, on en a tous fait. Enfin, c'est comme ça qu'on grandit aussi ou qu'on devient. Envoyer par la poste un scénar à Mandarin, c'est vrai que la réalité de la vie de Mandarin, de son développement, de la taille de la boîte, fait que faut vraiment que ça soit un chef-d'œuvre. Et encore même, le filtre des textes fait que ça sert pas à grand-chose pour moi. Il faut cibler soit des boîtes plus... Quand on a un scénariste qui a un texte et qu'on veut le vendre, faut d'abord... Les line-up de boîtes, c'est important. Qui fait quoi? Faut pas envoyer dans tous les sens. Faut essayer de cibler artistiquement les boîtes qui produisent des objets films qui vous plaisent et être cohérent dans l'envoi. Et puis, je pense qu'il faut pas taper trop haut, pas en ambition, mais en la réalité la culture des grosses boîtes. Elle n'est pas d'attendre. Même les stagiaires de production lisent pas tout, quoi. Et tu dirais aussi qu'aux États-Unis, Mirabel, les producteurs sont un peu auteurs comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un line-up qui est déjà très clair, ou est-ce que c'est un peu différent? Ou est-ce que plutôt on attend le scénario providentiel et on est capable de se dire ok, on va faire un petit package, on va mettre telle actrice et puis on va le faire? Est-ce que ça dépend aussi de la réputation de l'auteur? Enfin bref, tout ça. Oui, je pense que ce qui est merveilleux avec les États-Unis, c'est qu'il y a vraiment de tout. Entre, par exemple, ce qui se passe au cinéma à New York, ce qui se passe à Los Angeles,
c'est pas tout à fait le même monde, artistiquement parlant. Donc, oui. Je pense qu'on peut trouver de tout. Évidemment, il y a les studios, par exemple, les grands studios ont des stratégies extrêmement précises dans ce qu'ils veulent développer. Ils ont des sous-studios qui développent chacun un genre très, très, très particulier. Et ensuite, ils ont, comme Blossom Films, pour lequel j'en parle beaucoup, mais c'est l'exemple que j'ai, ça faisait partie de la Fox. En fait, la Fox finance pour Nicole Kidman, mais pour plein d'autres artistes aussi, des maisons de production pour faire leur propre développement de projets qu'eux-mêmes veulent faire. C'est une façon pour eux de filtrer les projets et puis d'attacher tout de suite une tête d'affiche à un projet. Et c'est la tête d'affiche elle-même avec un partenaire de production qui va développer les projets. Donc ça, c'est encore un autre... c'est les fameux projets comédiens dont on parlait, mais quelque part par un processus qui tend à optimiser l'idée pourrie de comédien qu'on va faire passer par ce filtre-là avec une structure. C'est plus peut-être est-ce que c'est du coup plus de l'ordre de la commande pour ça, ça peut être de la commande. Qu'on sait peu faire en France, qu'on fait un peu mais qu'on fait moins. De la commande ? Ouais. Non, je sais pas. Si je me trompe. Moi, je fais surtout de la commande en France. Oui, je crois que ce serait vraiment limité que d'imaginer qu'aux États-Unis, les producteurs ont leurs idées, les producteurs cherchent des nouveaux projets. Il y a de tout. Là où je rejoins beaucoup Guillaume, c'est que je trouverais ça difficile, peut-être que certains l'ont fait, de commencer une carrière de scénariste sans avoir un projet écrit jusqu'au bout. La dite agent qui s'est vanté que je travaillais avec Nicole Kidman, je l'ai bien rencontrée parce qu'elle a lu quelque chose que j'avais écrit jusqu'au bout. Et puis les productions qui au début pouvaient se demander s'ils voulaient travailler avec moi étaient rassurées de recevoir un scénario de 120 pages avec mon nom dessus, même s'ils ne le lisaient pas, de savoir que voilà, je pouvais faire plus que juste être un peu convaincante en réunion. D'accord. Du coup, ça fait une petite transition vers Florence. Je me dis, toi qui as beaucoup du coup suivi de comédiens et d'auteurs aussi qui s'exportaient, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu as ouvert chez Adéquate et de ce que tu as vu en fait un petit peu du rêve américain anglo-saxon et par rapport à ce qu'on... Oui, alors entre le rêve et la réalité, en effet, il y a une... Voilà, c'est ce que tu m'as un peu dit. Et surtout, il y a un vrai... il y a un engouement des acteurs français pour tourner des films en anglais. Après, tous ne sont pas bilingues. Donc ça, c'est notre gros souci principal. Parce que pour jouer un film en anglais, il faut vraiment, vraiment être bilingue. Mais fluent, première chose. Et surtout, je pense que certains acteurs, et je ne dis pas ça parce que vous êtes là, mais je pense que certains acteurs lisent du fait que c'est un projet en anglais, justement, et que c'est une série en anglais qui va se tourner pour Netflix, etc. Mais si on arrivait avec le même style de projet écrit par un scénariste français inconnu, je suis sûre qu'il ne le lirait pas avec autant d'intérêt. Donc ça, c'est vraiment... je trouve ça triste qu'il n'y ait pas autant d'engouement pour les scénaristes français, parce que je suis sûre qu'il y a des très bons scénaristes en France. Mais voilà, donc il y a ce petit truc-là qui est le fameux rêve américain qui fait que, oui, je vais aller tourner une série aux États-Unis, donc on y va, on lit, etc. Mais je suis sûre qu'il y a des projets français qui valent largement les projets américains. Après, dans ce que je lis moi, puisque moi j'en reçois beaucoup pour lire pour tous les acteurs qui sont donc chez Adéquate, mais nous ça va de Marion Cotillard à Léa Seydoux, mais en passant par d'autres acteurs complètement inconnus. C'est vrai que les derniers projets que j'ai lus sont parfaitement quand même bien écrits. Donc voilà, les derniers projets de séries qui vont être tournés, je lis beaucoup de séries parce que c'est les projets qui arrivent jusqu'à chez nous, parce que c'est les séries qui intéressent, je pense, niveau production, montage financier, d'avoir des acteurs européens, parce qu'après ils vont chercher des copros, etc. dans les pays, sont vraiment excessivement bien écrites. Voilà, les dernières que j'ai lues. Après, les thèmes sont complètement variés, il y a des adaptations. Là, il y a le projet de Park Chan-wook qui va faire la série qui va être adaptée une mini-série qui va être adaptée de La petite fille au tambour. Donc il fait ça l'année prochaine.
C'est Park Chan-wook qui va faire ça en 7 épisodes. C'est complètement... Enfin, moi j'ai lu, c'est fascinant, quoi. Comment il a découpé le scénario original pour en faire une série. Donc ça, voilà, ça c'est un des projets sur lesquels on travaille en ce moment. Et tu es en contact avec les auteurs ou tu arrives à un moment Oui. Ouais. Du coup, tu vois des auteurs français, et anglais, américains. Tu vois de tout en fait quand tu suis ces projets-là. Bah, du coup, plus les étrangers, puisque moi c'est ça mon rôle en fait. Mon rôle c'est que les acteurs français tournent dans les projets internationaux, que ce soit aux États-Unis, mais en Israël. On travaille beaucoup avec des projets. C'est en Israël parce qu'il y a beaucoup d'auteurs en Israël et de scénaristes incroyablement doués. Là, on a un projet au Mexique, j'ai un projet en Argentine. Enfin, moi, je lis en anglais et en espagnol. Bon, je lis pas en hébreu, malheureusement, mais pas encore. Mais voilà, il y a beaucoup de projets qui arrivent. Donc ça, c'est mon rôle, c'est de placer, entre guillemets, les acteurs français dans tous ces projets. Mais il y a des séries qui viennent du Danemark qui sont extraordinaires. La Suède, il y a toute l'Europe du Nord. Niveau créativité en scénario, c'est incroyable, la foison qui arrive de ces pays-là. Ouais. Comédien français moyen, il lit tout pareil ou il lit ce qui est américain d'abord, enfin ce qui est américain. Un français un comédien français adéquat, il pourrait se retrouver dans une copro suédoise. Ah oui. Ouais. Maintenant, il n'y a plus du tout. S'il y a Canal non, ou s'il y a une copro inter. Il y a 4 ans quand j'ai démarré, peut-être pas. Voilà. Et surtout, il y a 4 ans quand j'ai démarré, moi j'ai eu un gros boulot de faire accepter la série télé. Je sais avec qui je parle. Donc voilà, parce qu'il y a beaucoup de comédiens qui étaient connus, qui refusaient, mais qui refusent encore, mais ceux-là, ils n'ont rien compris, à tourner dans une série télé. Donc il y a eu vraiment ce travail sur l'évolution pour faire évoluer dans la tête d'un acteur que la télé, c'est pas dégradant de tourner en télé. Au contraire, puisqu'il y a de plus en plus de créativité en télé, de scénarios, de séries. Londres aussi, on n'a pas... Là, on parle que des États-Unis, mais l'Angleterre, voilà, il y a aussi de quoi faire. Et toi, tu as travaillé à Londres plusieurs années. Beaucoup plus sulfureux. Enfin bon, bref. Mais du coup, voilà, moi, ça, c'est mon but. Et l'autre but étant de représenter en France des acteurs non français, donc des Espagnols, des Anglais, des Américains, qui parlent français. Parce que maintenant, il y a aussi cette partie de la création, enfin, cette partie du développement en France qui est, on veut prendre des acteurs qui parlent français avec un accent, parce que c'est exotique ou je sais pas. Voilà. Donc ça, c'est une autre partie de mon travail, voilà. Mais les 90% de mon travail, c'est en effet, je dis placer, de trouver des rôles dans d'autres langues pour des acteurs français, voilà, qui parlent une autre langue. D'accord. Et c'est franchement de plus en plus. C'est-à-dire que Marion, elle reçoit, je sais pas, peut-être 25 projets par semaine, quoi. Je parle pas des projets français, je parle que des projets internationaux. Voilà, les assez doux, voilà. Mais donc le but, c'est moi je lis tout puisque c'est quand même mon boulot. Donc même si c'est le petit stagiaire, comme tu disais, qui envoie un scénar directement à l'agence via mon intermédiaire, de toute façon, voilà, je le lis. Parce que moi, je suis désolée, mais il ne faut pas louper un projet, quoi. Donc on ne sait jamais. Parfois, voilà. Et c'est arrivé qu'on reçoive un scénar, un premier film, en anglais, d'un truc génial. Et on a sauté dessus. Et grâce à ça... l'acteur a adoré, et grâce à ça, on a obtenu le financement et le film se fait. Donc c'est en fait par toi que le montage financier s'est fait, en grande partie par... Non, c'est pas par moi, c'est par le... Non, mais par le fait que tu l'avais lu et reconnu. Calmons-nous. Non, mais c'est important l'étincelle, le départ. C'est l'acteur. Ouais. Non, c'est l'acteur qui fait l'appel du pied, mais c'est pareil en France. Enfin, voilà. C'est l'acteur qui va créer l'envie et qui va, du coup, l'acteur et la notoriété internationale qui va créer l'envie et du coup obtenir le financement, etc. Mais ça, c'est arrivé. Non, c'est arrivé quand même 2 ou 3 fois là, en 4 ans. C'est pas beaucoup, mais c'est arrivé quand même. Mais quand même, tu as un rôle qui est important. Enfin, je me pose cette question-là. C'est pas ça, c'est que le rôle de la personne qui fait passer un projet étonnant à un comédien connu est un rôle fondamental. Moi, je connais bien les acteurs avec qui on travaille. Donc, voilà, quand c'est Romain Duris, par exemple, quand on lit quelque chose et que voilà, on me dit c'est pour Romain Duris, je dis ok, bon, comme on se connaît bien, voilà, je peux imaginer si c'est quelque chose qu'il va aimer ou pas. Donc forcément, il y a forcément, je dis pas qu'il y a une... Oui, mais forcément, le fait que je lise et que j'aime, il y a forcément un plus. Voilà. Après, nous, en tout cas chez Adéquat, on lit tout. Et surtout, moi, j'envoie tout à tous les comédiens.
C'est-à-dire que peu importe, même si on n'a pas aimé, on en voit quand même. Il faut que l'acteur sache que ce film-là a été écrit pour lui. Peu importe, moi si ça se trouve je vais détester, peut-être que lui va aimer, on ne sait pas. Donc moi je suis partisane de ça. Il faut que les acteurs lisent. Voilà. Super. Et ils savent lire, donc c'est bien. Certains savent lire, donc c'est pas mal. Donc du coup, pour le spec en France, finalement, passer aussi par les agents, passer par les groupes, ça me semble dans votre discours des éléments intéressants. Mais pour arriver à faire vivre nous, des ça jeunes nous projets en arrive spec. vraiment de recevoir des films, enfin voilà, par des scénaristes inconnus. Un projet de film, par exemple, avec un personnage féminin très fort. Si vous arrivez à vous faire lire par une actrice identifiée qui aime votre film, vous pouvez être personne, votre film il va exister. Effectivement, on peut construire quelque chose complètement sur l'envie d'un comédien, ça c'est certain. Et puis après, le producteur on le trouvera, le financement on le trouvera. Après c'est pareil, il faut passer les filtres et se faire lire, mais ça c'est complètement possible. Les comédiens, ça peut, enfin voilà, le financement du cinéma, c'est les chaînes de télé, les comédiens, donc c'est possible. Du coup, pour revenir au scénariste, du coup, je me disais, est-ce que Léo, tu peux nous parler un petit peu, parce qu'on t'a pas encore entendu, et on a envie. Je vais commencer par dire, en fait, j'ai commencé ma carrière en faisant signer le contrat pour Marion Cotillard pour une bonne année. C'était le premier film qu'elle a fait pour la Fox. Et c'est drôle parce qu'à ce moment, j'ai compris souvent, il y a un mélange entre... Ridley Scott, Russell. Il y a très longtemps, ouais. Et j'ai aussi travaillé sur un film de Spike Lee où Pathé avait financé et ils avaient demandé que Monica Bellucci et Jamel soient dedans, juste pour aider dans le marché français. Et je me suis dit, j'ai jamais vu ça avec un scénariste. J'ai jamais vu un scénariste qui est aussi capable de travailler dans les deux systèmes. Ça doit forcément être une question de ne pas être bilingue. Mais cela dit, à Los Angeles, j'ai rencontré pas mal de monde qui était, par exemple, un Norvégien qui travaillait sur une série. Et j'ai un souvenir parce qu'il me disait il gagnait tellement bien sa vie, c'était $50,000 par semaine pour travailler sur une série américaine, semaine par semaine. Et finalement, peut-être qu'il a seulement travaillé pendant un mois, mais il avait sa place dans le système. Et je vois aussi à Los Angeles, il y a beaucoup d'Allemands qui sont tout à fait dans le système américain. On ne se rend même pas compte qu'ils sont Allemands, mais ils arrivent à écrire, à faire tout. Mais dans mon expérience, les Français, seulement les chefs-op ou les acteurs font vraiment partie du système. Et je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est une question de compétence. C'est une bonne question. Est-ce que le fait que... Parce que du coup, est-ce qu'on a des agents qui font vraiment les deux? C'est-à-dire, tu as dû te poser aussi la question, Mirabel, des agents qui amènent... Enfin, moi, j'ai un agent qui fait très peu d'international. Quand je lui ai amené un contrat en anglais, elle m'a dit « Ah, je parle pas anglais, la juriste qui parle anglais est pas là. » Et non, mais voilà, c'est juste elle est super, c'est un détail. Mais ce que je veux dire, est-ce qu'on a aussi, en termes de représentation, et ça pourrait peut-être nous aider, des gens qui sont capables, nous, auteurs, de nous faire vivre à l'international et de décloisonner comme ce qu'on peut voir chez et les comédiens et les chefs-op, comme tu dis. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle génération maintenant, ça fait 15 ans que je suis en France, donc quand je suis arrivé, il y avait peu de monde qui était aussi enthousiaste. C'est un peu comme les restos burgers sur Paris. Il y a peut-être 5-10 ans, il y avait peut-être 2, maintenant il y a 2000, je sais pas. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui change, et aussi on voit ça avec Netflix et Amazon, que même s'ils ne sont pas d'accord de jouer le jeu, de mettre beaucoup d'argent dans le système français, quand même ils font des efforts. Ils veulent engager des Français pour au moins créer des œuvres originaux en France. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose, même si c'est pas très sympa pour Canal. C'est quand même un changement, voilà, qui est bien pour peut-être les jeunes ou les gens qui font pas, comme on se disait tout à l'heure. J'ai l'impression qu'en France, il y a quand même des élites, des gens qui sont dans le système, et c'est assez difficile pour les gens d'entrer. Et ça, je pense qu'il faut changer parce que aux États-Unis, je pense que si tu as la compétence ou le talent, les gens acceptent. Je ne sais pas si vous avez entendu de la liste noire
aux États-Unis. Si, ouais. Ça, je ne sais pas s'il y a quelque chose comme ça qui existe. Mais il y a une initiative qui est en train de se monter, mais qui est toute fraîche, des lecteurs anonymes, qui est une asso qu'on connaît bien, qui essaie de créer une blacklist française. Mais c'est au tout début, et pour l'instant, ça suit... je ne sais pas exactement où ils en sont, mais c'est récent, ça fait quoi, 1 an donc peut-être on peut préciser un peu ce qu'est la blacklist pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, en fait, c'est les meilleurs 50 scénarios, je pense, qui n'ont pas été produits. C'est-à-dire tous les agents, tous les gens avec un peu de goût décident quels sont les scénarios qui auraient dû être déjà financés, qui souvent gagnent des prix. Une fois qu'ils sont financés, il y a beaucoup de films qui étaient sur la liste, qui ont gagné des Oscars et des prix au festival. Mais je voulais dire peut-être aussi que j'ai l'impression que là-bas, tout est un peu plus efficace. Donc je pense il faut avoir un agent, mais je pense le moment qu'on a un peu de talent, un agent va comprendre tout de suite qu'il peut gagner de l'argent, il ou elle, et après ça marche. J'avais un pote qui avait gagné, je pense, $250,000 pour son premier scénar quand il était à la fac. Il a vendu un deuxième scénar pour le même prix. Les films n'étaient pas faits, mais il avait gagné beaucoup d'argent, il avait sa chance. Et il venait d'une petite ville sans lien dans le cinéma. Donc j'ai l'impression que là-bas, il y a plus de voitures. Ouais. Ça, c'était il y a quand même 10 ans. Mais j'ai l'impression que ça n'arrive pas en France. C'est difficile si on n'a pas une connexion. Là, on parle de la FEMIS. J'ai entendu parler que Luc Besson n'était pas accepté. C'est un peu je ne savais pas. Oui, j'ai l'impression que la France, c'est un peu ça. Les gens ne se rendent pas compte, mais il n'y a pas beaucoup de diversité, il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour les gens qui ne sont pas passés dans la voie, un peu comme les énarques. Ouais. Non, mais c'est je te suis. Système des grandes écoles. Après, nous, on essaye un peu avec la scénaristerie, justement, en tout cas dans les résidents qu'on a, qui sont des jeunes auteurs, d'avoir. On prend sur scénario. C'est-à-dire qu'on prend des gens qui viennent, parfois sont en reconversion professionnelle, parfois sortent. Il y en a quelques-uns qui sortent d'école, mais la plupart viennent de complètement ailleurs. Moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que du coup, on a la possibilité de faire une blacklist française et pourquoi ça s'est pas fait plus tôt ? Je sais pas, Mirabel, qu'est-ce que t'en penses ? Parce que toi, du coup, tu connaissais bien la blacklist, tu suis le cinéma ici. Qu'est-ce qui nous manque en fait ? Parce que c'est un peu ça qu'on cherche. C'est qu'est-ce qui nous manque pour arriver à faire émerger comme ça des gens qui viennent aussi pas du cinéma, qui viennent pas des écoles, qui n'ont pas les moyens de faire 4 ans d'école quelque part. Voilà. Qu'est-ce qui nous manque ? Alors, je pense que la question est plus vaste que juste la blacklist, parce que quand j'entends Florence dire, je périphrase un petit peu, que c'est mon boulot de m'assurer que la perle rare ne va pas nous passer entre les doigts, cette attitude-là, je la reconnais beaucoup plus dans les personnes que j'ai rencontrées aux États-Unis qu'en France. J'ai exercé comme comédienne en France et aux États-Unis quand je suis arrivée ici à 20 ans. C'était assez drôle parce qu'aux États-Unis, les agents, une demi-journée par semaine, recevaient des comédiens. Parce que il se peut que le prochain Jack Nicholson soit là. De toute façon, il y aura un prochain Jack Nicholson. Il est quelque part. Il faut que je le trouve et pas ma concurrente. Et donc, on passait devant, dans le bureau. Chacun avait préparé un monologue. Chaque comédien a dans sa tête un monologue d'1 minute qu'il a travaillé jusqu'au bout pour pouvoir montrer tout ce qu'il est en 1 minute. On rentre dans le bureau de l'agent, on fait bonjour, on a quelques minutes pour montrer ce qu'on est. On fait son monologue là, on peut le faire n'importe où, on peut le faire dans un café, on peut le faire debout sur la tête, et puis merci beaucoup, au revoir. Mais tout le monde pouvait avoir rendez-vous chez n'importe quel agent et avoir 5 minutes, 10 minutes pour montrer ce dont on était capable. Les portes étaient toujours ouvertes. Je suis arrivée en France avec mon petit monologue, mes photos et tout. J'ai regardé quels étaient les meilleures agences, je les ai appelées. « Allô, je voudrais vous rencontrer. » Et là, j'ai eu bip, bip. Bon, alors j'ai dit « Ok, je vais m'y prendre un peu autrement. » Donc, j'ai un peu galéré, j'ai ramé, j'ai fait des photos avec une photographe qui m'a présenté un agent, etc. Donc, j'ai commencé à... Et donc là, j'ai commencé à tourner dans des films et je me suis dit, ça y est. Et là, je suis retournée chez les agents, j'ai dit, toc, 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 chez moi, regardez, j'ai un CV. Bip, bip. Je suis recommandée par des gens qui font des films. Bip, bip. Donc, voilà, j'ai réussi à travailler autrement, mais certainement pas de cette façon un peu frontale. Et récemment, j'ai écrit un roman en anglais et j'ai commencé à démarcher les éditeurs anglais. Je passe
3 minutes et demie sur Internet, je tombe sur un site qui répertorie tous les agents littéraires pour romans dans le style que j'écris, avec un truc pour dire à qui je l'ai envoyé, il me donne des statistiques sur combien de temps ils mettent à lire, etc. etc. Chaque agent me dit « Envoyez-moi 10 pages avec ça en haut à gauche dans telle police, etc. » Et en général, en 48 heures, j'ai la réponse de quelqu'un qui a lu ce que j'ai envoyé. Donc, ce n'est pas une réponse de courtoisie. Tout ça. Je vide mon sac. Vas-y, continue. Donc, c'est un petit peu dans tous les domaines. Il y a cette notion aux États-Unis que le trésor peut se cacher n'importe où et il faut essayer de le trouver. Les portes sont ouvertes. Après, il faut être prêt à se conformer exactement à leurs exigences. S'ils disent un monologue d'1 minute, c'est pas 1 minute et demie, c'est 1 minute. Et il faut être extrêmement performant dans la petite fenêtre qu'on a. En France, je trouve, dans le sens positif, qu'on a beaucoup plus de ce qu'on dirait en anglais wiggle room. On a beaucoup plus de marge pour charmer, séduire, re-rencontrer, passer par en dessous, etc. C'est beaucoup moins frontal. J'ai dû répondre à la question il y a 10 minutes à peu près. Moi, je te laisse. Non, c'est super. Non, mais du coup, ouais je vais me faire le défenseur du système français. J'entends ce que vous dites. Et je comprends. Mais j'ai un tout petit peu du mal quand j'entends le système français d'un élitisme insupportable et que les barrières à l'entrée sont tellement fortes que c'est les quelques heureux élus qui ont le droit au Graal. On a le CNC qui a 600 millions d'euros à dépenser, c'est pas mal. Et grâce à cet argent, on fait entre 80 et 100 premiers films par an. Hein. C'est pas rien. Et c'est des gens qui sortent pas tous de la FEMIS. Hein. C'est 6 personnes par an en scénario, 6 personnes en réa. Petite défense FEMIS, école publique gratuite. Bon, je voulais te poser cette question-là aussi sur... Ouais, non, vas-y, finis. Ouais, après, si tu veux, je parle du système anglais. Et il y a beaucoup de gens qui savent simplement faire des films sans sortir de la seule école qui est ou des 2 seules écoles qui est. Il y a des gens qui sont très forts hein, et qui écrivent un scénario qui arrive à plaire à des gens et qui arrive à convaincre des lecteurs de leur filer des sous, un court-métrage et puis un long. Il y a beaucoup de gens et chaque semaine il y en a plein qui sont pas des heureux élus. Et je pense que la méritocratie à la française a des trucs épouvantables et ô combien agaçants et on s'en rend compte quand on va évidemment à l'étranger que ça marche pas pareil et qu'il y a plein de trucs qui sont bien. Mais moi, on était 6 aussi en Grande-Bretagne, à Londres. Je suis le seul qui travaille en tant que scénariste parce qu'ils font pas de films et parce que à la télé, et c'est ce que vous dites un peu en creux, c'est ultra concurrentiel. Les gens se tapent dessus hein, pour avoir un job, avoir un entretien avec un agent, c'est la croix à la bannière et les gens sont prêts à vendre un rein pour avoir le bon entretien au bon moment. Je comprends ce que vous dites sur l'efficacité du système anglo-saxon, du libéralisme, et là je défends un peu l'État français, en tout cas le modèle culturel, l'exception culturelle à la française, que d'autres pays en Europe et même ailleurs nous copient. Le fait d'avoir, même quand on va voir Spider-Man, 1 euro qui va dans une caisse qui est destinée à financer nos films à nous, et pas que aux petits gars de la FEMIS. Oui. Je voudrais juste m'assurer qu'il n'y a pas eu de malentendu parce que je n'ai absolument pas voulu dire et pas dit. Je pense que, enfin, je ne commentais pas l'élitisme du système français dans un sens ou d'un autre. Juste que la structure, le niveau de structure dans le chemin d'accès. Et que mon expérience est que le chemin d'accès aux États-Unis, l'Angleterre je ne connais pas du tout, est beaucoup plus balisé et structuré. Donc effectivement, la porte est plus ouverte, mais il y a le même nombre d'élus à l'arrivée, donc de toute façon c'est très 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 difficile. Et en France, mon expérience est que c'est beaucoup moins structuré. De toute façon, dans les 2 systèmes, il y a une certaine part d'élitisme, parce que
si je vais faire mon monologue d'1 minute et que je m'appelle Juliette Coppola, ça, je ne vais pas avoir la même écoute. De toute façon, les systèmes élitistes et le népotisme, etc., fonctionnent dans tous les systèmes. C'était juste vraiment que c'est là où là-bas, il y a peut-être un escalier très, très, très balisé avec des marches très précises. Et ici, peut-être un peu plus un chemin de forêt où chacun trouve sa voie. Moi, pour rajouter un truc, ça m'étonne pas en fait qu'on se retrouve sur ces débats-là, et je trouve ça bien, parce que finalement, on les a pas si souvent sur d'un coup. Voilà, est-ce qu'il y a l'auteur élitiste d'un côté et de l'autre côté la méritocratie à l'américaine. Est-ce qu'il y a d'un côté des artisans, de l'autre des intellectuels. Enfin, ça veut rien dire. Moi, ce que je me demande du coup, c'est avec cette table ronde, c'est qu'est-ce qu'on peut prendre de quand même ce système. Alors peut-être c'est juste culturel et c'est impossible, mais qu'est-ce qu'on pourrait prendre chez, par exemple, ce modèle-là, on reçoit les acteurs pour les auteurs français, parce qu'on peut parler aussi du fait que la difficulté de se faire lire pour des jeunes auteurs, pareil, on n'a absolument aucun système en France, à ma connaissance, qui amène des jeunes auteurs à se présenter à des agents avec une histoire courte. On pourrait imaginer ça. Non, mais moi je vais aborder un truc dans une salle de scénaristes, ça va être facile, hein. Mais dans l'une des grandes différences, c'est le rapport de force scénariste-réalisateur. Évidemment, par rapport aux États-Unis et en France, c'est un film 2, un film réalisé par, un scénario 2. Voilà, cette place-là, si on doit fantasmer quelque chose, ou si moi, c'est pas le respect, parce que c'est pas un irrespect des réalisateurs, mais c'est la place artistique réservée aux scénaristes de films à Hollywood, avec une puissance de frappe, un nom, une promo autour, enfin quelque chose qui fait qu'un scénariste existant. Je pense que le système sélectif, il est bien plus violent chez eux que chez nous. Moi, je pense vraiment que c'est plus facile chez nous pour devenir scénariste que chez eux. C'est mon sentiment en regardant ça de loin. Mais voilà, qu'un scénariste après, on peut séparer deux combats qui sont la télévision et le cinéma, hein. C'est vraiment pas la même chose. En France, les scénaristes de télé sont en train de devenir sont très inspirés des scénaristes américains, mais le statut de showrunner est encore un grand mot, mais arrive, et en tout cas de créateur de séries, tout ça, ça a du poids. Un scénariste signant seul ses films en France, ayant un univers, etc., c'est un vrai combat, et c'est beaucoup plus simple. En tout cas, il y a ce respect-là et cette évidence-là aux États-Unis. Moi, j'aimerais que le pouvoir et tout ce qui la guilde, la scénaristerie, même la formation des auteurs, le fait que les scénaristes français soient de plus en plus formés, contrairement à une génération, va dans ce sens-là. Mais voilà, c'est une existence forte. Un scénariste qui ne réalise pas, c'est un métier en soi, ça vaut cher, c'est un savoir-faire, ça a son mot à dire à plein d'endroits, etc. Voilà, ouais. Bah, du coup, on en arrive à parler évidemment d'argent, de respect, qu'est-ce que c'est, à quel endroit dans un contrat on va le mettre. Qu'est-ce que c'est sur l'argent développé, le coût de dev d'un scénario américain sur un pourcentage entre combien ça coûte sur un budget de film, un scénario aux États-Unis. Je crois que c'est 6 ou 7% d'un film. Chez nous, c'est au max 2. C'est la recherche et le développement, quoi, comme dans toute industrie. Les États-Unis, c'est une industrie qui parie sur les idées. Et donc le coût d'un scénario est plus cher. Les scénaristes qui existent sont mieux payés parce que aussi le système est bien persuadé qu'il faut un bon scénario. Voilà, c'est payé en France, l'écriture, le financement est super, mais notre argent à nous scénaristes, il est souvent un risque. En tout cas, c'est les parts qui sont les moins bien financées pour les producteurs. C'est là où c'est le plus compliqué pour eux de sortir de l'argent, et c'est là que c'est un peu leur argent si le film n'existe pas. Une fois que tu es en mise en prod de film, demander beaucoup d'argent, c'est beaucoup plus simple. Ton film existe et c'est plus leur sous. Aux États-Unis, la culture du producteur qui paye de sa poche le texte, de fait, c'est le système. Il y a aussi une culture qui est plus importante. Enfin, il y a plus d'argent pour les scénarios aussi parce que c'est leur sous tout le temps. Alors que chez nous, les producteurs, il y a des enveloppes un peu différentes. Fabriquer un film, producteur qui va fabriquer un film avec ses sous, c'est très très rare. Les producteurs payent le dev. Voilà. Et ça, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que c'est des petits montants. C'est tout le temps la bagarre de se faire payer. C'est tout le temps compliqué. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, j'ai envie de te poser la question, Léo, là-dessus, sur est-ce que tu pourrais nous faire un topo. Alors, je sais que c'est très technique et que ça peut être long, mais juste pour... ennuyeux. Non, c'est pas du tout ennuyeux parce que c'est quand même un peu le nerf de la guerre. C'est-à-dire,
qu'est-ce que, enfin, un scénariste aux États-Unis, tu parles de la guilde, comment est-ce qu'il est représenté? Est-ce que toi tu vois, enfin, j'imagine que tu vois très bien la différence en termes de clauses. Et nous, quand on parle de spec, j'imagine, mais moi, je ne sais pas, du coup, je te pose la question, qu'un scénariste en spec qui vend un scénario va peut-être aux États-Unis avoir des clauses sur. Enfin, est-ce que je me dis, est-ce qu'il va être mieux payé? Première chose. En fait, Je me dis, j'ai est-ce l'impression qu'il que c'est le va syndicat. enlever son nom en termes de Oui. représentation? Est-ce que, enfin, il peut être viré plus facilement? Enfin, toutes ces choses-là. Je pense qu'il faut faire la distinction entre le système juridique là-bas où les auteurs sont hyper mal protégés et les syndicats qui protègent très bien leurs auteurs. Et il y a un problème pour les auteurs qui ne sont pas dans le guild, dans le syndicat, parce que par exemple, si vous commencez un scénario, mais il y a 2-3 auteurs qui suivent, si vous êtes adhérent du guild, ça risque d'être votre nom sur le film. Et pas les trois autres. Les autres, même s'il n'y a même pas un mot. Et par contre, si vous n'êtes pas dans le guild, vous n'avez pas de protection. Et souvent, c'est un peu comme la notion, le concept des writers' rooms. Donc vous avez une dizaine ou plus de scénaristes qui travaillent ensemble. Je ne sais pas si ça existe en France, peut-être ça commence. Ça commence. Ouais. Mais depuis longtemps, c'est comme ça qu'ils écrivent des séries aux États-Unis. Et les mais en France, on a le droit d'auteur qui fait que de toute façon. Ah, mais ça bloque pas les choses. C'est juste qu'il y a une. C'est un peu la question. Est-ce que le droit d'auteur bloque les choses en France ou est-ce qu'on pourrait imaginer Je pense qu'il y a beaucoup de réponses, mais la réponse la plus intéressante, c'est que c'est une question de l'attitude de l'auteur. Si on est d'accord de faire un contrat où on accepte que les autres auteurs vont collaborer, vont changer, vont faire des changements énormes et que quand même vous acceptez que ça reste votre nom sur l'écran ici, ça va. Mais s'il y a un auteur entre les dizaines ou douzaines qui veut dire non, moi j'ai mon droit moral, j'accepte pas, c'est mon travail à moi, c'est fini. Et j'ai l'impression que c'est ça la méfiance de notre système juridique ici, parce que moi je travaille entre les deux. J'ai beaucoup de respect pour la France, pour le système du CNC, du système de droit moral, mais à la fois ça fait en sorte que, par exemple, si je travaille pour un client américain qui peut faire un film français, qui peut accéder à toutes les subventions possibles, le simple fait qu'il faut faire les contrats en droit français veut dire c'est un non. C'est juste pas possible. Parce qu'ils ont tellement peur, parce que... oui, ouais. Et je sais pas comment je sais pas comment français, faire la communication. Même pour engager des acteurs. Je dirais que c'est pas la loi française qui est le problématique, c'est la communication. C'est-à-dire que les Français sont vus comme des gens compliqués parfois. Non, mais c'est la loi. C'est la loi, c'est pas les Français qui sont compliqués. C'est la loi qui est comme ça. Un acteur français qui travaille en Suède ou en Norvège, etc. Donc c'est en Europe, mais il faut le déclarer de manière normale, français. Alors que les acteurs internationaux envoient des factures parce qu'ils ont mais ça, c'est les cotisations, ça, c'est pas le système juridique. C'est pas les cotisations, c'est le système, le fait qu'ils soient pas self-employed. Donc, they have to be employed. Donc, ils doivent être employés par un producteur. Et du coup, le producteur doit payer les charges sociales, les charges patronales. Dans mon expérience, c'est ça. Souvent, les gens veulent pas, même le film dans lequel j'ai joué, par exemple, j'ai tourné à Prague. Donc, c'est un film français, tourné à Prague. Pourquoi? Parce que ça coûte beaucoup moins cher de payer les techniciens là-bas qu'à Paris. Donc souvent, il y a beaucoup de systèmes de subvention pour les films internationaux maintenant, mais quand même, c'est beaucoup plus cher de faire des films ici. Donc beaucoup de gens disent non, alors, pas juste plus cher, mais plus cher et la méfiance du système juridique. Je pense on perd beaucoup de films. On perd beaucoup de projets juste pour une raison qui peut être changée assez facilement. Auteur, parce que cette chance qu'on a d'avoir le droit moral nous permet quand même une sorte de chômage du fait des droits de diffusion. C'est une manière qu'on a de défendre les droits d'auteur plutôt que les royalties. Tu peux nous dire un peu la différence Oui, mais il y a aussi le côté, je pense, les auteurs sont pas forcément conditionnés à collaborer. Et peut-être dans une salle de scénaristes, on voit que j'imagine vous voyez les réalisateurs un peu comme ça. Quand vous travaillez sur un film avec quelqu'un avec un ego un peu plus grand, c'est difficile de se défendre. Et j'ai l'impression que même aux États-Unis,
les réalisateurs sont traités comme des employés, des salariés. Et on voit souvent des articles dans Variety et ailleurs où le réalisateur a été viré après 2 semaines. Mais ça ne se passe pas ici. J'ai l'impression au moment qu'un film est en route, c'est très difficile d'imaginer qu'un autre réalisateur puisse finir le film. Ouais. Ouais. Après, on n'a pas de problème à collaborer avec les réalisateurs. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, est-ce que... Ouais. Ouais. Mais quand même, le syndicat des réalisateurs, il y a quand même, je pense, vous avez le droit de faire 2 versions du film. Donc vous avez la chance d'avoir le Final Cut, mais quand même, si jamais le producteur, le financier n'est pas content, ils peuvent changer. Et je pense que la logique, en fait, ça revient. Non, mais je veux te dire... demande 2 fois de faire ton montage et puis après salut. Non, et puis, mais pour moi, c'est lié à ce que vous avez dit sur le développement, parce que là-bas, ils dépensent beaucoup plus sur le développement, parce qu'une fois qu'ils ont fini le film, ils vont dépenser le même montant du budget sur le marketing. Donc pour eux, c'est un peu comme aller au casino. Donc ils veulent que le film soit une super qualité. Ici, j'ai l'impression plus de risques ici. Ici, On est des artisans, nous. On c'est bidouille des mieux, trucs. C'est mieux, mais il y a beaucoup d'avantages. C'est juste que le pari, c'est pas le même pari. Donc j'ai l'impression ici, s'il y a une faute avec le CNC, peut-être c'est qu'ils mettent pas suffisamment d'argent dans le développement pour aider les producteurs, pour aider les scénaristes. Mais là-bas, c'est pire. C'est juste que c'est les studios qui ont les moyens de dépenser beaucoup sur les films. C'est pour ça que moi, je suis allé voir un mauvais film avec Will Ferrell la semaine dernière, Daddy's Home 2, mais c'était hyper bien écrit. C'était juste... C'est souvent le cas, aux États-Unis quand même. C'est souvent bien écrit. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que... En fait, Non, c'est pas les productions, c'est pour engager un acteur français, ils sont obligés. Si vous voulez, le système est différent en France, c'est comme ça, c'est la loi qui. On ne peut pas légalement engager un acteur français sur facture, par exemple. Ça n'existe pas. Parce qu'après, l'acteur va avoir des problèmes avec les impôts, avec la sécurité sociale, etc. Donc il faut qu'il soit déclaré employé. Mais pour qu'il soit employé, si vous voulez, par rapport à... Pour ça qu'on a ce souci, moi je me bats, mais c'est mon lot quotidien, vraiment, pour faire passer ce système auprès des Anglais et même des autres Européens et des Américains. C'est quand on engage un acteur français, c'est pas comme quand on engage un acteur américain ou un acteur anglais ou un acteur suédois. Donc c'est une enveloppe allouée pour un rôle, ok ? Admettons, l'acteur est payé $100,000 pour une série, $100,000. Aux États-Unis ou en Angleterre, qu'est-ce que fait l'acteur ? Envoie une facture, $100,000, il est payé. Souvent, ça passe via son agent, parce que l'agent encaisse l'argent pour l'acteur et reverse, l'agence, en ayant pris sa commission, reverse le reste à l'acteur. Après, c'est à l'acteur d'aller à la sécurité sociale, aux impôts, machin, à la mutuelle, d'aller lui faire ses déclarations. Mais le producteur verse cette somme, $100,000, ok ? Si on engage un acteur français, sur ces $100,000, il va falloir payer les charges sociales, les charges patronales, enfin, engager l'acteur. L'acteur, qu'est-ce qui va lui rester dans la poche ? $25,000 et encore 25, 30 parce qu'il va devoir payer tant de pourcentage pour les charges sociales, tant pour les charges patronales, les retenues à la source. Voilà. Donc c'est ça la différence. Et moi je me bats tout le temps pour que nos acteurs français soient quand même engagés malgré ce système-là. Mais là il y a une dernière série là, en date qui s'appelle Genius Picasso pour National Geographic et la Fox, où il y a beaucoup d'acteurs français, parce que c'est sur le Picasso, donc c'est Antonio Banderas le rôle principal, mais il y a beaucoup d'autres acteurs français qui vont jouer. Vous allez voir Clémence Poésy, voilà, entre autres. Mais pour engager ces acteurs-là français, il a fallu faire ce système de engager via le producteur Exe, donc c'était un producteur en Espagne, ou le producteur à Prague du studio, pour engager l'acteur français. Les Américains ne voulaient pas entendre parler de contrats avec les charges sociales, charges patronales. Les Américains voulaient que l'acteur français envoie une facture,
100 000 $, on n'en parle plus. Mais ce n'est pas possible. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Il y a un micro qui vous arrive juste là. Oh, d'accord. Ça m'a été refusé tout simplement parce que la production américaine ne cotise pas en France, alors que j'avais dépassé le montant exigé. Et j'ai perdu aussi, du coup, mon statut d'intermittent du spectacle parce que je suis restée trop longtemps aux États-Unis sans venir en France, sans travailler ici. Et comme ma boîte de production est là-bas et que je suis toujours associée à cette production, mais je voulais savoir comment il fallait cotiser en France ici pour ne pas perdre. Mais voilà, c'est tout. Je voulais savoir, je pensais qu'on pouvait cotiser. Florence va pouvoir répondre à votre question. Pardon ? Je ne sais pas si Florence pourra répondre à votre question. Ouais, voilà. Ça, je suis pas. Mais enfin, je sais que certaines productions américaines doivent en effet cotiser en France pour pouvoir engager des acteurs. Ça arrive. Là, il y en a une société, par exemple, en Hongrie, qui vient d'être... International Tax ID, je l'ai. On donne un identifiant. Oui, mais ça, je vous parle... On parlera après, si vous voulez. C'est un cas particulier. Tout simplement, je voulais savoir comment faire pour cotiser en France quand on a une boîte de production aux États-Unis ou une boîte de production américaine cotise ici. Parce que ça nous crée des problèmes quand on revient en France. Je sais pas entendu. Du coup, peut-être, vu que c'est un problème hyper précis, peut-être que vous en parliez juste après la table ronde. S'il y a des questions sur les auteurs, sur le spec, n'hésitez pas. On n'a plus beaucoup de temps. Bonjour. Je voulais savoir, vu qu'apparemment j'ai compris qu'il disait c'était difficile de se faire lire, par exemple à Hollywood, vous disiez qu'il y avait beaucoup d'Allemands. Est-ce que pour le coup c'est pas bien pour un auteur de prendre un pseudo allemand et de se faire traduire son texte et de l'envoyer, comme ça on est sûr d'être lu? C'est pour qui la question? Je sais, n'importe qui la trouve pertinente, je sais pas. Non, ou par exemple pour les comédiens, parce que vous dites que vous lisez les textes, si on fait traduire nos textes et qu'on se fait passer pour un écrivain, un auteur, pardon, anglophone. Si votre texte est en français, moi je vais pas lire, c'est pas mon job. Moi je vais lire que les projets internationaux, donc il faut que ça arrive en anglais. Il faut que le projet soit écrit en anglais, parce que moi ça c'est mon job, je lis pas les projets français. C'est pas mon... Il y a d'autres agents dans la boîte. Ouais, c'est ça. C'est pas mon job. C'est pas mon job. Oui, mais vu que les comédiens sont partants plus pour ce genre de... Enfin, bref. Bah, il faut écrire en anglais. Ou en espagnol, ou en allemand, ce que vous voulez. Oui, les agents lisent, les agents lisent en français. Oui. Non, mais surtout, pardon, je sais pas si c'est... moi, juste où je peux... C'est pas l'avocat du diable, hein, mais où on a eu une réunion là ce matin en interne. Donc ça, c'est vraiment... Ça reste entre nous, hein. Le mot, enfin, ce qui sort de cette réunion, c'est en ce moment, il n'y a rien en France. Voilà. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de création, il n'y a pas de scénario intéressant. 2018, tous les projets français, hein, donc moi, encore une fois, je suis avocat du diable parce que c'est pas mon truc. Tout ce qu'on retient, et vous allez voir, dans toutes les agences, c'est la même chose. En ce moment, en France, il n'y a rien. Les acteurs français sont comme des malades pour trouver des projets intéressants avec des bons sujets. Ils sont tous en attente. Je ne donnerai pas les noms des acteurs, mais voilà, vous les connaissez, j'en ai cité quelques-uns. Et ils sont prêts même à faire des premiers films, à faire des séries télé, sauf qu'on n'a pas les projets en France apparemment. Là, 2018, c'est très très pauvre. Donc je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose, mais je pense que c'est quand même le moment. Mais là, tout ce qu'on entend dans toutes les agences et tous mes collègues dans toutes les agences ici, c'est heureusement qu'il y a l'international pour nous sauver un peu, machin, parce qu'en ce moment, les acteurs français, tout ce qu'on reçoit, c'est
c'est pas intéressant, les producteurs n'arrivent pas à monter. Aussi, il y a aussi le cas, parce que là on a parlé du CNC, producteur, etc. Très bien. Il y a aussi le cas maintenant en France, qui n'était pas le cas il y a quelques années, où on a le scénario, on a l'acteur, même les acteurs avec des noms, hein. On va trouver le financement, on n'arrive pas à monter la dernière étape, c'est-à-dire que les chaînes n'embarquent pas. Canal, les premiers, hein, Canal qui finançait, qui finançait beaucoup il y a 10 ans, 15 ans, même 5 ans. Depuis 5 ans, depuis 3 ans, Canal+, c'est terminé. Donc qu'est-ce qu'on va avoir comme chaîne pour mettre la dernière cerise sur le gâteau pour que le film puisse se faire? C'est ça là aussi le souci. Donc je sais pas, le problème vient pas de vous, je veux dire juste que tout est lié, c'est un peu les maillons de la chaîne, mais il y a aussi cet aspect-là, ce qui fait qu'il y a sûrement des bons projets français écrits par des scénaristes inconnus qui n'arrivent pas à voir le jour parce que voilà, on n'arrive pas à aller jusqu'à la dernière étape, mais aussi il faut savoir que même si il y a un acteur de la liste, la A-list, qui est attaché au projet, qui a une production, parfois le film ne se monte pas. Et là ça fait 3 cas sur 5 avec des scénarios français, avec des acteurs très connus, le film ne s'est pas fait. Donc l'acteur est parti, on a même fait des répètes, des lectures avec les acteurs, etc. Et 3 mois plus tard, on apprend que le film ne se fait pas. Donc, non, mais on vit une révolution. Le financement change beaucoup depuis quelques années. Et ce qui se montait à tel prix avec tel comédien et telle chaîne il y a encore 4-5 ans n'existe plus aujourd'hui. Et même des films qu'on a fait il y a 5-6 ans, on sait très bien qu'on referait les mêmes financements aujourd'hui, que les films ils n'existeraient plus. Les cartes sont vachement battues. Bolloré et Canal, avec Studio Canal en plus, remet ça vachement en cause. On peut aussi voir avec Netflix, avec Amazon, qui les concurrences, mais qui viennent nous voir, nous, scénaristes français, parce qu'ils veulent faire du local et voilà, on peut y voir. Moi, j'y vois un truc où la nécessité de projet et de contenu va avoir de l'importance, parce qu'il y a quand même, et même d'autres groupes, SFR, Niel, ils ont tous besoin de remplir des tuyaux avec du contenu. Donc, c'est un peu le bordel dans les financements. C'est vrai qu'il y a des grands films qui se sont pétés la gueule. Et puis aussi on galère à financer des films jusqu'au bout. C'est pour ça que j'ai une question pour toi dans l'autre sens, c'est qu'on a un réflexe qui aurait pu être aussi un sujet, mais un vaste sujet, c'est à faire nous des trucs en anglais. Il y a des types de films qu'on fait en français, qu'on sait pouvoir financer en français. Il y a un type moi je fais beaucoup de genres par exemple. Le genre, j'ai un problème de casting, j'ai un vrai problème de casting français. Donc sur certains types de projets, on pense nos films dans une taille de prix réduite, mais on les pense en copro, on les pense en anglais. On aura des sous-français, on va avoir du financement français, des boîtes de prendre en français, mais on va développer des films en anglais. Moi, je suis incapable d'écrire en anglais en tant que scénariste, mais en tant que scénariste-producteur, je peux être à l'initiative d'eux. Après, on trouve les trades, mais pour avoir accès, pas à de l'argent anglais, mais à du cast anglais. Et ça, est-ce que c'est un métier aussi voilà, on se parlera. Mais on a besoin de comédiens parce que voilà, le financement français il change beaucoup. Netflix vient nous voir pour faire du local, mais vient aussi challenger à mort Canal sur des petits films en disant mais nous on peut te les acheter à 2-3 millions d'euros, sauf qu'il nous faut des comédiens. Enfin bon. Moi c'était pas négatif, hein. C'était juste pour dire que. Allez-y, on a l'impression que allez-y, il y a quoi faire ici est un peu long par rapport au. Moi j'arrive des États-Unis, j'ai passé 7 mois et demi, un peu plus. Et rentrer, je suis française au départ, rentrer en France, c'est plus compliqué que de s'installer aux États-Unis. Le temps de lecture ici, on a l'impression que le temps de lecture ici est plus long, que les financements, comme le disait Guillaume, sont différents et peut-être moins présents dès le départ. Et du coup, ça paraît plus compliqué de faire quelque chose ici et de le développer ici. Je sais pas. Après, sur les temps de lecture... Les temps de lecture en production, alors peut-être que l'idée, c'est d'envoyer aux agents, finalement, en France, plus qu'aux producteurs, mais je sais pas. Du travail. Après, je pense que s'il y a un endroit où je me demande si on pourrait pas réfléchir, c'est justement qu'est-ce qu'on peut inventer dans la réactivité par rapport aux jeunes auteurs, aux jeunes comédiens, aux talents, aux émergents en France.
Et au-delà de prendre le même système qui n'est pas du tout ni le but de la table ronde, ni la possibilité, ni forcément l'envie, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut prendre dans les modus operandi, et comment est-ce que dans les modus operandi on peut les faire s'installer, parce qu'en fait on est un peu ici à la scénaristerie à essayer de voir, parce qu'on a aussi des films d'auteurs hyper petits comme ça qu'on développe, qui sont des films d'auteurs de jeunes scénaristes qui ne veulent pas les réaliser eux-mêmes. Je me suis perdue en chemin, je voulais dire. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour améliorer le système, et qu'est-ce qu'on peut prendre pardon. J'ai dit quoi juste avant? On peut s'inspirer. La réactivité, les premiers films. Ah non, pardon, je suis désolée. Modus operandi. Oui, de quoi on peut s'inspirer dans les modus operandi? Est-ce que nous, on essaie de changer une culture un peu, en disant les auteurs peuvent faire du spec en France, les scénaristes peuvent faire du spec, qu'ils fassent du film d'auteur ou du film plus grand public et tout ça. Et on essaie de changer la mentalité là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut imaginer, en fait, pour finir sur des petites idées? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer en France pour changer un petit peu? Si je commence à dire que je suis pas d'accord sur un truc, on est mal. Hein, ah non, vas-y. Les scénaristes peuvent faire du spec en film d'auteur, c'est un truc auquel je crois pas beaucoup. Ah non, pas du tout. Non, moi j'y crois pas. Parce que je pense que la réalité du financement français sur les films d'auteur, il est pas gros. Et donc l'argent alloué au développement va au réalisateur qui fait son film d'auteur. Alors c'est vrai que ce serait le sujet de notre table ronde. Mais oui, voilà, qu'est-ce qu'un film d'auteur? Oui. Non, mais ce que je veux juste dire, c'est est-ce qu'on peut penser des systèmes de réactivité en France? Mais c'est aussi une question. Mais alors, pour ce que vous faites à la scénaristerie, dans la sélection de scénarios, en tout cas l'accompagnement, c'est-à-dire que tout d'un coup, si ça prend, et je suis certain que ça va prendre, ça amène un label qui vient amener un éclairage particulier. Exactement comme la blacklist, si tout d'un coup les lecteurs anonymes que je connais aussi commencent à révéler, d'abord ils font parler d'eux, ils font bien parler d'eux depuis quelques années, ils vont grandir. Si chaque année ils disent aux producteurs, bah voilà, ces 10 scénars là, on spec de jeunes scénaristes, nous, c'est lecteurs anonymes, on vous dit que c'est de la bombe, ils seront lus. Et ils seront lus avec intérêt, ces scénarios, c'est sûr. C'est des systèmes... Oui, parce qu'on sent que ça bouge. Ça bouge. On sent qu'il y a des gens, on est très heureux d'avoir du monde, et on sent que les producteurs viennent. Il y a un métier qui se professionnalise, moi je trouve, à mort. Le métier de scénariste, de cinéma et de télé se professionnalise à fond. Et la télévision a changé. La télé, la puissance de la télé, des auteurs télé. La télé et les plateformes. Alors j'ai une question ici dans la salle. Ouais, ça va peut-être être la dernière parce qu'on va devoir rendre les clés. Alors moi j'avais une petite question concernant le réalisateur. Est-ce qu'une démarche pourrait pas être, quand on est on spec, d'aller chercher un réalisateur? Est-ce que les réalisateurs sont demandeurs de projets? Parce que moi, le peu d'expérience que j'ai d'aller voir des producteurs avec un scénario, la première question qu'on me pose, c'est est-ce que tu réalises? Et si la réponse est non, c'est salut. Voilà. Enfin, après, moi, j'écris ni de la comédie ni du thriller, mais plutôt j'ai écrit un drame. J'ai l'impression que c'est pas du tout quelque chose qui accroche quand il n'y a pas un réalisateur derrière. Et du coup, moi, je me pose la question de est-ce que ça pourrait pas être une cible, finalement, plutôt que d'aller chercher un producteur qui, lui, va pas forcément savoir qui aller chercher. Je sais pas. Je pense que c'est un grand sujet. Je sais pas si quelqu'un veut réagir là-dessus, mais la place du réalisateur en France et la manière d'arriver avec, c'est un sujet assez large. Il y a plein de réalisateurs qui cherchent des films, donc il faut avoir la chance de les croiser et que les univers soient compatibles, mais il y a même des réalisateurs identifiés qui cherchent des films. Et c'est vrai aussi bien aux États-Unis qu'en France. Donc si on cherche à aller vers une carrière aux États-Unis, c'est pas une mauvaise idée d'essayer de rentrer en contact avec un réalisateur américain avec lequel on sent qu'on a des affinités. Ça peut marcher. Pour moi, c'est passé par là. Moi, j'ai une petite question pour Guillaume. On parle justement de la difficulté d'aller trouver un réalisateur qui va s'intéresser au projet on spec ou déjà écrit. Toi, ça a été ton cas, tu es allé chercher des réals et tout. Et quelles sont leurs conditions à eux quand ils disent oui? Par exemple, est-ce qu'ils vont te dire, moi, je veux réécrire? Est-ce que si on travaille un petit peu ensemble, je mets mon nom sur le scénario? Par rapport justement au générique, à tout ça, comment ça se passe dans ton cas? Souvent mal. Non, au début de carrière mal, aujourd'hui c'est mieux. Voilà. Non, c'est... On va se débat. La réalité, c'est qu'on a tous co-signé des films avec des réalisateurs qui n'ont pas forcément participé au scénario, et que ça fait partie de la dot du scénariste qui lâche pour exister au début, et que c'est quelque chose qui n'a pas été simple à vivre quand on est
Voilà, qu'il y a énormément de réalisateurs qui vont faire une passe, donc ils vont pas signer le scénario, mais il y aura l'adaptation et dialogue. C'est un truc qui, voilà, dans l'adaptation et dialogue, ils demandent à venir là parce qu'ils ont besoin de faire une passe. C'est pas quelque chose qui me traumatise plus que ça. Je pense qu'un réalisateur qui viendrait pas s'immiscer dans le scénario que j'ai écrit, j'aurais pas confiance en lui d'une certaine manière à la fin pour qu'il fasse le film. Moi c'est une histoire d'ego, c'est aussi une histoire de confiance en soi et de ce qu'on aime ou pas faire très personnellement. Moi, je fais 6 films en même temps depuis toujours et j'adore ça. J'ai un côté boulimique. Je suis pas un grand dialoguiste, par exemple. Je suis plutôt un bon vendeur. Je fais des bonnes structures et j'ai de bonnes idées. J'ai un rapport au métier d'auteur et mes dialogues qui, je m'arrête pas à mes dialogues et tu peux complètement bouger les choses à un endroit. Je crois même que moi j'ai fait 4 versions de scénario, la V5, la V6, la version avec les comédiens. Mon ego a voulu que j'en sois à des endroits, j'y étais. Maintenant à un endroit ça m'intéresse plus et que le réal il finisse la version de scénar qui va être la version de film. Ça me permet de bien vivre le fait qu'il co-signe souvent. Il y a des films, aujourd'hui, je les ai écrits, je les ai pensés, je les finance, le texte il est existant. Le réal qui veut mettre son nom dessus, il est mal. Voilà, ça sera complètement impossible. Je sais que j'ai identifié les 2-3 films, ça sera un scénario de Guillaume Le Mans, point final, il n'y aura rien écrit d'autre. Il y en a d'autres, pour les faire exister, il va falloir que je fasse des compromis. Voilà, je le sais, il va falloir que je fasse des compromis, et ça sera, je les ai faits avant et je les ferai encore. C'est du compromis, c'est de la négo. Le nombre fait que ça va. Moi j'ai la chance, ça va être très prétentieux, mais j'entends c'est du Guillaume Le Mans. Ça y est, je l'entends. C'est-à-dire que moi, j'ai des films de Cavalier, des films de machin, des films de bidule. Ben, tu peux tous les prendre, y voir une cohérence, et ça devient du Guillaume Le Mans. C'est par ma filmographie, par mon nombre de films. Moi, je parie sur le nombre. Je vais en faire plein. Et c'est comme ça que c'est vrai que ça fait envie d'exister comme auteur ayant un univers cohérent. Je le fais sur le nombre et pas sur le combat au cas par cas du film, en partant sur un combat qui est souvent perdu. C'est un travail éducatif qu'on doit faire avec les producteurs qui sont à la fois nos meilleurs amis, les gens où on est le plus compatible, on peut réfléchir vraiment au cinéma français aujourd'hui avec les producteurs. C'est aussi souvent les plus groupies des réalisateurs. Et le cinéma, depuis 50 ans, nous a positionnés dans l'auteur fabuleux, génial, qui va arriver et te sauver, le réalisateur, un film de... Et les producteurs sont quand même les premiers... pas tout le temps nous aider là-dessus, et puis à nous faire comprendre qu'il serait bien que le réal, pour qu'il dise oui avec toi, pour qu'il vienne vraiment, pour qu'il soit... Après, moi je vis des films où j'ai du financement et le film n'existe pas parce que j'ai pas le réal. Et il va falloir que j'ai un gros film, je vais le co-signer. Voilà, je le sais très bien que je vais le co-signer. Il existera. Alors j'ai une question, c'est bien, on parle de la relation entre les scénaristes, les producteurs, les agents, etc. Mais aujourd'hui, le cinéma français semble manquer de contenu, mais les thématiques, quelles sont les thématiques sur lesquelles il faudrait s'intéresser ? C'est-à-dire, vous parlez de grands films, vous avez produit 1000 choses, vous êtes movie, vous aviez une belle expression... alcoolique, mais non, movie-ique, ou je sais plus, voilà, qui je trouve pas mal. Mais en fait, quelles sont vraiment les thématiques qui sont émergentes, vers où on doit s'orienter ? Je pense que ça, c'est un débat qu'on peut avoir autour d'un verre, parce que c'est ah ça oui, volontiers. Voilà, mais je vous remercie. On peut en parler juste après. Je voudrais tous vous remercier d'être venus et d'avoir participé à cette table ronde. J'ai un petit mot encourageant pour la fin. Je peux vous dire quelque chose d'encourageant ? Oui. Alors, ce que j'ai remarqué dans mes conversations des deux côtés de l'Atlantique, c'est que le monde n'a jamais été aussi ouvert aux idées venues d'ailleurs. Et on voit aujourd'hui en France des remakes de séries israéliennes, espagnoles, etc. Et les Américains sont... J'espère les Anglais, mais les Américains sont aussi friands de ça. Et j'ai entendu dire plusieurs fois... Un projet a plus de chances de vivre s'il a déjà existé ailleurs, même s'il est en développement en France, il a beaucoup plus de chances d'être lu aux États-Unis. S'il a une sorte de pédigré, genre il a déjà été un petit peu présélectionné par quelqu'un ailleurs, tiens, je vais le regarder d'un peu plus près. Donc le mot de l'espoir, c'est pourquoi pas
essayer de mettre toutes nos capacités ensemble et faire des trucs vraiment, vraiment bien là où on est, et ensuite rayonner vers l'extérieur. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup.